Comment ça va, Karine? Ça va bien, Christophe. Vous êtes baladée dans les prés, tout ça. Oui, On m'a dit ça, avec vos petits paniers, vos petits chapeaux, bien. tout ça. Oh, c'était beau. Comment ça va, docteur Éric Charles? Ça va très bien, je vous remercie. En pleine forme? En pleine forme, comme On m'a dit que toujours. vous étiez au taquet aujourd'hui. On Oui, m'a informé de ça, donc après, moi, je... Pourquoi plus aujourd'hui qu'un autre jour Eh ben, c'est la question qu'on s'est demandé. On s'est posé cette question, on s'est dit, il a l'air très... Bon, je sais pas, les psychotropes... C'est que j'ai goûté certaines plantes. Bon, on va essayer de parler sérieusement des psychotropes. Vous en avez entendu parler. Si vous allez vous balader sur le net, on lit à peu près tout et son contraire. Donc évidemment, on va éviter de vous dire son contraire et le docteur Éric Charles va tout vous dire. C'est quoi un psychotrope? Un psychotrope, c'est un médicament qui va avoir un tropisme particulier qui va agir au niveau du cerveau. Alors, il faut bien faire la différence avec les drogues psychoactives, tout le cocaïne, héroïne, cannabis. Là, c'est vraiment des médicaments qui sont là pour soigner et qui n'ont pas tous ces effets négatifs qu'ont les drogues. Les psychotropes sont forcément prescrits par un médecin? Oui, bien sûr. Oui. On ne peut pas consommer de psychotropes en dehors d'une prescription médicale. C'est des produits qui sont vraiment très formatés. Il faut absolument suivre la prescription de son médecin. Quelques chiffres. Pour bien comprendre la consommation en France, elle est importante. Oui, il y a un chiffre qui résume tout ou presque. C'est à peu près une personne sur 5, 18% des personnes qui consomment un psychotrope en France au moment où on se parle, quel que soit le psychotrope. Ouais, 5 à 7% de la population sont des consommateurs chroniques. Ça veut dire 134 millions de boîtes vendues en 2010. Et encore, mais attention, là, on ne parle que d'un seul psychotrope particulier, les benzodiazépines, c'est-à-dire des anxiolytiques. Oui, ça veut dire que c'est beaucoup plus... C'est impressionnant, Karine. Oui, c'est énorme. Oui, c'est évidemment énorme. Alors, on s'est intéressé aux psychotropes. On va vous expliquer ce que l'on soigne, ce que l'on accompagne, les points de vigilance, évidemment, qu'il faut avoir, mais un peu d'histoire. Les psychotropes, alors, tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est assez récent, mais l'histoire est bien plus ancienne que cela. Alors, l'histoire, elle commence là, dans les plantes. C'est les chamans, c'est son côté chaman. Karine est notre chamane à nous, quoi. C'est ça. Voilà, ça a été pendant très longtemps les plantes. C'était aussi dans l'Égypte ancienne, les pharaons qui utilisaient la belladone pour mieux pouvoir dormir. C'est au Moyen-Âge, les prieurés ou toutes les églises qui étaient entourées. Et puis il a fallu attendre. Le jardin des moines qui utilisaient tout ça. Exactement, oui. On retrouve d'ailleurs, ça se fait de plus en plus aujourd'hui, on retrouve autour des églises, commence à refaire un petit peu les plantes médicinales, ce qu'on appelait les plantes médicinales. Absolument. Et donc, il a fallu vraiment attendre, c'était le siècle des Lumières, c'est Lavoisier, où on a basculé de l'alchimie à la chimie et où on a commencé à fabriquer des choses et à utiliser plus une partie de la plante que la plante dans son entier. C'est un travail empirique, c'est un travail scientifique aussi, évidemment. Oui, alors c'est un travail empirique et scientifique, parce que si on regarde la découverte d'un premier neuroleptique, et peut-être le premier psychotrope de synthèse, on dit qu'il a été découvert par, le terme est un peu compliqué, mais aussi simple, c'est la sérendipité, c'est-à-dire que par hasard, on avait laissé sur une table... Comment vous dites? La sérendipité. Alors moi je dis, c'est vrai qu'on utilise plus souvent par hasard quand même. Il n'y a que les psychiatres pour utiliser des mots que seuls comprennent, non? Pas mal, pour... Alors que par hasard, ça loge en bouche. Ah oui. Sérendipité. Oui, mais c'est parce que vous ne jouez pas au Scrabble. Parce que si vous jouez au Scrabble, par hasard, ça ne marchera pas. La commercialisation des médicaments, il faut qu'on parle de la sécurité. Ouais. Parce qu'évidemment, quand on est médecin, on ne prescrit pas n'importe quoi. Quand on est patient, il ne faut pas prendre les médicaments n'importe comment. Il y a une sécurité qui est optimale. Bien sûr, il y a des lois. Il y a des lois en France, la loi Hurier sur la recherche biomédicale, mais il y a aussi des lois d'éthique, les conférences d'Helsinki ou d'autres qui ont pu être mis en place pour vraiment sécuriser. Parce qu'on nous parle toujours, on nous dit « Ah mais oui, mais vaut mieux des choses naturelles, l'homéopathie, la phytothérapie, les plantes ». Oui, sauf que là, on n'a pas les études derrière, on n'a pas fait ces centaines, milliers de personnes qui ont testé les médicaments et la recherche biomédicale qu'il y a derrière. C'est extrêmement important. Alors il faut qu'on fasse un point plus précis sur les psychotropes qui sont les plus consommés. Pourquoi on prescrit des psychotropes? Qu'est-ce que l'on peut soigner? Comment on peut accompagner les patients? Certainement que les psychotropes les plus connus sont les antidépresseurs. Je me trompe en disant ça ou pas? Oui, les plus connus, pas les plus prescrits, mais pas loin. Fort heureusement. D'ailleurs, on parlera bientôt de la dépression dans cette émission.
Oui, et c'est des médicaments qui sont d'une efficacité assez redoutable. On a vraiment des traitements qui sont extrêmement efficaces et on commence à avoir vraiment un panel de médicaments différents qui nous permettent vraiment de nous adapter. En fonction du patient, Voilà, c'est ça. à chaque patient et à chaque type de dépression. Est-ce que c'est la même chose que les régulateurs de l'humeur ? Non, ce n'est pas la même chose parce qu'on utilise les régulateurs de l'humeur pour une forme de trouble de l'humeur très spécifique qui est le trouble bipolaire, c'est-à-dire des gens qui alternent certes des épisodes dépressifs, mais aussi des épisodes d'euphorie qu'on appelle épisodes maniaques, où là on a plus besoin de stabiliser leur humeur que de soigner la dépression stricto sensu. Alors forcément, on a tous été tentés un jour ou l'autre d'en prendre parce qu'un petit coup de mou, parce que des nuits qui sont blanches et où on ressasse évidemment toutes les idées noires. Ce sont les somnifères. Les somnifères entrent dans les psychotropes ? Oui, bien sûr, oui. Nous, on parle d'hypnotique, mais le terme est le même. Les somnifères, c'est une classe large. Alors malheureusement, sont utilisés comme somnifères souvent des médicaments qui ne sont pas des vrais hypnotiques et qui ne vont pas respecter la qualité du sommeil. Donc ça aussi, c'est très important de faire très attention à ce qu'on prend comme médicament. Ça veut dire quoi ? C'est quand ça ne respecte pas la qualité du sommeil, alors que ça nous endort sans respecter les cycles ? Ça va vous assommer, mais vous allez directement... C'est pas un sommeil réparateur. Exactement. Ah. Vous allez des fois vous réveiller avec un peu une espèce de gueule de bois, et on a même des fois des effets rémanents. Si la durée d'action du médicament est trop longue, le matin, vous allez encore avoir les effets du médicament. Et là, attention à vous, si après vous prenez le volant, vous vous levez tôt le matin, il faut être extrêmement prudent. Bah oui, de toute façon, ce sont des médicaments, évidemment, ça n'est rien d'autre. Alors justement, à propos d'un peu de côté un peu paradoxal ou contradictoire, on peut soigner des addictions avec des médicaments qui, pris avec trop de régularité, peuvent aussi devenir addictifs. Mais quand ils sont bien pris, bien prescrits, on peut soigner des addictions. Oui, bien sûr. On a un certain nombre de médicaments. Alors, on a des médicaments qui d'ailleurs vont être spécifiques de telle ou telle addiction, avec des mécanismes d'action et des indications qui vont vraiment varier de l'un à l'autre de façon assez significative. On sait faire ça. Pointer précisément l'addiction et trouver le médicament qui va en face. Par exemple, en agissant sur le fameux système de récompense qui est lié à ces modifications du cerveau. Quand on prend une drogue ou de l'alcool ou même qu'on fume de façon régulière, on active ce système de récompense et avec ces médicaments, on va essayer d'agir pour moduler cette récompense liée au produit. J'ai lu que les médicaments, les psychotropes qui permettaient de traiter la démence avaient été déremboursés. Oui, tout à fait. Ça a été fait assez récemment. Alors, certes, il y a eu quelques critiques de certains médecins, mais bon, globalement, c'est des médicaments qui n'ont jamais montré véritablement d'efficacité, ni dans les études, ni dans la vie courante, sur l'évolution de la démence. C'est la raison pour laquelle ils ont été déremboursés. Voilà, oui. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, c'est pas parce qu'on ne veut plus soigner ceux qui souffrent de démence, bien évidemment. Il y a énormément de recherches actuellement encore sur ces médicaments-là. À propos de recherche, ici on reçoit souvent une collègue à vous qui est pédopsychiatre, Marie-Michel Bourrat. On parle d'hyperactivité de l'enfant assez régulièrement. Il y a un accompagnement psychiatrique. Le médicament peut être une aide aussi ? Oui, alors là aussi vous parliez de paradoxe, c'est-à-dire qu'on va donner à ces enfants hyperactifs des amphétamines. C'est-à-dire la Ritaline. La Ritaline, c'est ni plus ni moins que des amphétamines, quelque chose de stimulant. Parce que, on veut faire réagir le corps ? Oui, et puis il y a surtout un abus de langage qui dit qu'on parle d'hyperactivité. Mais l'hyperactivité n'est qu'un des symptômes. La base de cette pathologie, c'est le déficit attentionnel. Et c'est ça qu'on traite, c'est le déficit attentionnel. Finalement, l'hyperactivité n'est qu'une conséquence, présente ou pas d'ailleurs, du déficit attentionnel. On parle des psychotropes. Est-ce qu'ils se suffisent à eux-mêmes ? C'est une question que vous vous posez très régulièrement à la maison. Ou est-ce qu'ils doivent être accompagnés d'autres choses ? Alors, je pense à une psychothérapie, à une analyse, pourquoi pas, si on veut encore aller plus loin. C'est l'un et l'autre, l'un ou l'autre, c'est en fonction du patient ? Alors, moi, je pense qu'un accompagnement psychothérapeutique doit être systématique quand on prescrit un médicament. Au-delà de l'expliquer, je pense que on ne peut pas se contenter de prescrire un médicament, sinon ça n'a pas d'intérêt, ou alors on va au distributeur. Donc la psychothérapie est vraiment essentielle. Alors après, ça peut être aussi une alternative, faire une psychothérapie seule, mais rien n'est jamais mieux que l'association des deux. Et puis, alors, j'ai failli oublier, mais je
penser que vous allez me le rappeler. Mais bien sûr qu'il faut aussi pratiquer une activité physique régulière et faire attention à son alimentation. Et j'adore votre regard taquin, évidemment, la petite étoile qui brille au bord des yeux. D'ailleurs, je privilégie l'activité physique avant les médicaments, docteur. Ah, très bien. Non, parce qu'après, je me fais fâcher en coulisses et tout. Juste un mot. On me dit dans l'oreillette, ça se voit pas. Non, mais ils sont méchants. Hein. Ah, d'une méchanceté, il n'y a aucun médicament contre la méchanceté de toute façon. Ça, c'est fini. Juste un mot sur les mécanismes d'action. Ça passe par le cerveau, évidemment. D'abord par le cerveau. Ça agit sur le système de transmission d'un neurone à l'autre. Hein. Notre cerveau, on a 100 milliards de neurones. L'information passe d'une zone du cerveau à une autre. Et donc, il y a un lien entre les neurones. On appelle les neurotransmetteurs. Et donc, la plupart des psychotropes qu'on utilise agissent à ce niveau-là. Merci beaucoup. Vous en savez plus sur les psychotropes. Attention, danger, ne faites pas n'importe quoi. Si ces médicaments vous ont été prescrits, ça veut dire qu'il y a un médecin, psychiatre ou généraliste qui vous les a prescrits. N'hésitez pas à leur demander conseil si évidemment vous sentez des effets indésirés, indésirables. Le corps médical est toujours là pour vous accompagner. Vous ne serez jamais seul, bien évidemment. Et pas d'automédication. Il va sans dire. Alors, docteur, vous avez souhaité nous parler de ce livre-là, signé Timothée Le Boucher, Le Patient. On va tout de suite afficher l'adresse mail, si vous le voulez bien, parce que, regardez, Timothée a eu la gentillesse de faire une très très belle dédicace pour Ensemble c'est mieux. Alors, on se dit que ceux qui nous enverront le mail le plus original pourront gagner ce livre-là, signé Timothée. C'est quoi, Le Patient ? Alors, c'est une bande dessinée qui est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Timothée Le Boucher à un salon du livre. On a beaucoup discuté parce que c'était au moment où il écrivait ce livre qui se passe dans un hôpital. Ça tourne autour des traumatismes psychiques, il y a de l'hypnose, il y a donc des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et il faut savoir, c'est l'auteur qui avait fait Ces jours qui disparaissent, qui a été vraiment un phénomène d'édition et qui s'était très très bien vendu, qui serait peut-être en cours d'adaptation télé. Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Cinéma, pardon. En tout cas, les dessins sont vraiment de très très grande qualité. Dédicace de Timothée pour ceux qui nous enverront le mail le plus original, nouvelle-aquitaine@ensemblec'estmieux.fr. Ça peut passer par une photo de vous, ça peut passer par une photo de vous qui regardez, par exemple Ensemble c'est mieux, un petit selfie avec nous derrière. Et là, quelque chose me dit qu'on pourrait vous envoyer ce livre-là avec un petit mot supplémentaire de la part du docteur Eric Charles, qui est une star à sa manière, n'est-ce pas ? À sa manière, oui. Et puis si ça vous intéresse, Le Patient, signé Timothée Le Boucher, c'est chez Glénat. Quelle belle maison d'édition. Merci beaucoup pour ce coup de cœur.